Les mairies, c'est d'abord des lieux ouverts de dialogue, de rencontre entre les citoyens. Et merci par votre action, Monsieur le maire, d'y contribuer. Je voudrais aussi remercier, puis vous remercierez tout le conseil municipal, parce que je sais qu'il y a quelques élus adjoints dans la salle, que j'ai eu l'occasion de rencontrer cet après-midi, pour certains d'entre eux. Je voudrais remercier aussi Claude Mitmaché pour son accueil, ainsi que Jocelyne Combusa, et puis bien sûr l'éco-centre du Périgord, et surtout tous ces bénévoles qui ont organisé ce premier forum de l'autonomie auquel je suis très heureux de participer. Et avant de vous présenter mon exposé qui va porter sur la démocratie participative et puis le budget participatif qui est une façon d'aller encore plus loin dans la démocratie participative, je voudrais vous dire quelques mots pour me présenter. Donc je m'appelle Jacques Bouteau, je suis maire du 2e arrondissement de Paris depuis 2001. Donc ça fait bientôt 15 ans. J'ai commencé tout petit. J'ai été réélu en 2008 et j'ai été réélu en 2014. Et puis au cours de ces années, donc, entre autres actions en matière d'écologie urbaine, ici c'est l'écologie des campagnes, mais il y a aussi une écologie, et aussi d'ailleurs, monsieur le maire le disait, une biodiversité à Paris qu'on ignore souvent. Mais l'écologie, c'est pas, même si ça l'est essentiellement, ce n'est pas seulement des questions d'environnement. C'est aussi des questions sociales. L'écologie, pour vivre et exister, pour avoir un sens, elle doit d'abord s'intéresser à ceux qui ont le moins, ceux qui ont le plus besoin de l'action publique, les démunis, ceux qui n'arrivent pas à se loger, ou ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois. L'écologie doit apporter et apporte des réponses à ces personnes. Mais c'est aussi l'écologie une question de démocratie. Et je dis toujours que l'écologie, ça marche sur 3 pieds. Celui de l'environnement, celui des questions sociales, celui du social, et celui de la démocratie. Et c'est sur ce 3e pilier, sur la démocratie, que je voulais intervenir pour essayer de témoigner tout simplement de ce qu'il est possible de faire, parce que c'est ce que nous avons tenté de faire de façon un peu innovante dans le 2e arrondissement de Paris, et pour lequel nous avons été ensuite copiés, et j'en suis très fier, par l'ensemble des arrondissements parisiens, et maintenant par l'ensemble de la ville de Paris, avec notamment le budget participatif. Alors je disais, mon parcours explique aussi un peu pourquoi j'ai eu envie d'intervenir. Quand j'ai été élu maire du 2e arrondissement en 2001, c'était aussi un petit peu, je dirais, par inadvertance. D'ailleurs, c'est encore un point commun avec M. Chabot. Je ne le voulais pas forcément. J'étais d'abord un militant associatif. Je faisais partie de beaucoup d'associations. Des Amis de la Terre, j'étais à Greenpeace, j'étais à Droit Devant, qui se battait pour les droits civiques et sociaux, j'étais à Droit au logement notamment, et j'avais monté la Confédération permanente des médias libres, parce que j'étais journaliste et je percevais déjà que les médias étaient souvent, le sont de plus en plus, sous le contrôle des intérêts financiers. Et donc, en tant que militant associatif, je me suis investi dans l'action publique. Puisque dans le 2e arrondissement, j'avais monté une association qui s'appelait Bien vivre dans le 2e arrondissement pour tenter d'associer les habitants aux problématiques locales autour de la pollution, de l'air notamment, à cause de la surdensité de l'automobile, du manque de logement, et puis toutes les questions liées à l'éducation aux écoles, parce que l'écologie pour nous c'est trop tard, si je puis dire, c'est nos enfants qui nous sauveront, c'est eux qui inventeront le monde de demain, et on doit tout faire pour leur donner les moyens de s'approprier les problématiques, notamment écologiques d'aujourd'hui, pour qu'ils puissent penser le monde de demain. Et cette association m'a amené à être sollicité par, à l'époque on ne disait pas Europe Écologie Les Verts, on disait Les Verts, qui m'a proposé donc de conduire la liste des écologistes dans le 2e arrondissement,
sans qu'il y ait trop de risques pour moi de changer beaucoup de choses à ma vie, eh bien, ne vous présentez jamais à des élections parce que vous risqueriez d'être élu. C'est ce qui m'est arrivé. Et puis, comme je suis quelqu'un, quand je prends des responsabilités, je m'y donne entièrement. Je me suis entièrement consacré, enfin pas complètement entièrement, puisque j'ai conservé une partie d'activité professionnelle, parce que j'estime que les professions d'élus ne doivent pas être professionnalisées. C'est pas un métier d'être élu, c'est une fonction que l'on exerce à durée déterminée, et qui font qu'on est un citoyen, plus un citoyen tout à fait comme les autres, mais d'abord et avant tout un citoyen au service des autres citoyens. Et c'est donc dans cette logique, et vous voyez qu'elle, de par ce parcours d'associatif, qui m'a amené à toucher les limites de l'action associative, parce que quand on était dans le 2e arrondissement, les élus qu'on rencontrait à l'époque nous répondaient toujours: ah oui, mais ça c'est pas possible, ça c'est compliqué, ça on n'a pas le droit, là on n'a pas l'argent, etc. Donc on s'est dit, avec les gens qui m'ont proposé d'être tête de liste, eh bien on va quand même y aller en politique, parce que si eux, les élus en place, ne sont pas capables de faire ce que l'on souhaite, travailler sur la pollution, travailler sur l'éducation, travailler sur les logements, ben on va tenter de le faire à leur place et s'emparer des institutions. Tenter cette révolution démocratique qui est de dire, eh bien, on va essayer d'avancer, comme on dit, un pied dehors, un pied dedans, c'est-à-dire un pied dans les actions sociales et citoyennes et un pied dans les institutions. Et c'est comme ça qu'au premier tour, donc dans cette psychologie qui est très proche de la question de l'autonomie, et c'est pour ça que j'ai eu envie, quand j'ai pris connaissance de ce premier forum de l'autonomie, d'y participer, mais à vrai dire, je le dis entre nous, je voulais d'abord y participer en tant que public, et puis de fil en aiguille, j'étais amené à proposer une intervention. Mais c'est d'abord parce que je pense que travailler sur les questions d'autonomie des citoyens est assez essentiel. Donc j'ai été élu en 2001, non pas en étant majoritaire. J'ai été élu suite à un accord politique en 2001, puisque la liste que je conduisais est arrivée à 18%, contre une liste socialiste à l'époque, ils ont fait 30%, et une liste de droite qui était devant. Et comme le 2e arrondissement avait toujours été à droite historiquement, et qu'on était en 2001, au moment où Delanoë allait remporter Paris au 2e tour, il y a eu un accord politique entre la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, et, qui était Yves Contasso, et Bertrand Delanoë, qui était de dire, écoute, cher Bertrand, pour que les écologistes appellent à voter pour la liste de gauche socialiste au 2e tour, puisqu'on pouvait se maintenir avec le score qu'on avait fait, il serait légitime qu'il y ait au moins une mairie d'arrondissement qui revienne aux écologistes. Et puis, en regardant quelles étaient les mairies possibles, il fallait que ce soit une mairie à conquérir sur la droite. On n'allait pas enlever un maire socialiste en place pour mettre un maire écologiste, évidemment. Il fallait que ce soit un arrondissement dans lequel ça se justifie politiquement, et que le différentiel de voix entre le PS et les Verts soit le plus réduit possible. Et donc ça tombait sur le 2e arrondissement, qui est un petit arrondissement. On va dire un mot tout à l'heure. Donc j'ai été élu dans ce cadre, puisque au 2e tour, la liste que je conduisais donc, est arrivée à battre la liste de droite, et historiquement, le 2e arrondissement est devenu un arrondissement écologiste et de gauche. En 2008, même topo, je me présente contre un candidat socialiste, mais en autonome, c'est-à-dire en candidat écologiste soutenu par le parti Les Verts, mais contre une candidate d'ailleurs qui était soutenue par le PS, le PCF, le PRG et le MRC à l'époque. Et puis, au bout du compte, en 2008, la liste que je conduis arrive juste 2 points derrière cette liste d'Union de la gauche. Là, je crois que j'ai perdu jusqu'à ce que Delanoë m'appelle et me dise
j'avais sous-estimé le poids que tu représentes dans le 2e arrondissement. Nous sommes 4 partis politiques et on fait un score équivalent au tien. Il est légitime que tu conduises la liste du 2e tour. Et au 2e tour, on l'emporte avec 68% des voix. En 2014, je me présente encore, alors qu'on me disait « tu es fou, cette fois ils ne te feront plus ». D'ailleurs c'est ce qu'ils avaient dit, Bouteau on en a marre, il n'est pas assez gentil avec nous, il en fait qu'à sa tête, c'est terminé. Mais l'autonomie politique, c'est aussi prendre des risques. Et comme je le disais, moi ma vie, c'est pas la politique, même si ça le devient, mais en tout cas c'est pas mon métier. Je me dis, tant pis, moi je préfère prendre ce risque et puis on va voir ce qui va se passer. Et en 2014, j'ai bien fait de prendre ce risque, puisque là j'arrive largement devant la candidate socialiste, devant le candidat UMP, devant la candidate du Front de gauche, etc. Donc je suis devant au premier tour et on remporte le 2e tour avec cette fois non pas 58, simplement 59% des voix, ce qui me satisfait quand même pas mal. Voilà. Donc, dans ce contexte, on a pu, durant toutes ces années, en tant qu'écologiste de gauche, avec la gauche, innover beaucoup en matière politique, parce qu'on est un petit arrondissement, et moi j'ai envie d'être là pour faire des choses innovantes et qui créent de la participation citoyenne. Et notamment, on a créé les premiers conseils de quartier dans le 2e arrondissement. C'est là où je vais rentrer dans mon sujet. Donc, le 2e arrondissement, c'est la petite tache blanche là, qui est au cœur de Paris, que vous reconnaissez. Donc, vous voyez qu'il est bordé à l'ouest par la place de l'Opéra, qui est ici, à l'est par la place de la République, qui est là, au nord par les grands boulevards, au sud par les Halles. Les Halles sont juste ici. Et puis, voilà, c'est donc un petit arrondissement très, très urbain, qui fait 24 000 habitants sur 100 hectares, avec notamment des équipements comme la Bourse, le Palais de Brognard, la Bibliothèque nationale. Donc ça, c'est le 2e arrondissement. Et puis, donc dès 2001, alors que la loi dite Vaillant n'était pas encore créée, on a lancé les conseils de quartier en divisant l'arrondissement en 3 quartiers. Donc la partie ouest, que vous voyez en rouge, qui est donc ce qu'on appelle le quartier Vivienne Gaillon, qui représente à peu près 8000 habitants, même s'il fait à peu près, un petit peu moins, mais à peu près 50% de la surface du 2e. La partie en vert, la partie qu'on appelle le Sentier, qui est le quartier du Sentier, bien connu comme étant anciennement quartier de la confection, même s'il reste encore, c'est en train de muter vers un quartier de l'économie numérique. Et puis la partie que vous voyez là, qui est le quartier Montorgueil, Montorgueil-Saint-Denis, qui est une zone piétonne, qui est l'ancien quartier des Halles, puisque les Halles sont juste en dessous, et qui là aussi est en train de muter vers un quartier qui accueille beaucoup de restaurants, bars et cafés. C'est très sympa, mais ça crée quelques nuisances. Mais c'est quand même intéressant. Voilà. Et donc on crée les conseils de quartier, alors qu'on n'était pas obligé, puisque la loi c'est il faut 50 000 habitants pour créer les conseils de quartier. Mais on avait envie d'être innovant et de créer les conseils de quartier. Pour la petite histoire, les conseils de quartier, c'est juste une orientation. La loi ne dit pas comment doivent être composés les conseils de quartier, comment ils doivent fonctionner. C'est très très large, donc on voit les conseils de quartier fonctionner de manière très diverse. Et nous, on a choisi de les faire fonctionner ainsi, de dire que les conseils de quartier donc, doivent être composés de 21 conseillers. Alors 21 conseillers, comment sont-ils choisis ces 21 conseillers? Eh bien parmi ces 21 conseillers, il y a 3 élus, le maire ou son représentant, un élu de la majorité et un élu de l'opposition, qui n'ont pas le droit de vote. Il y a 6 personnalités qualifiées, c'est-à-dire les responsables associatifs ou les personnalités, ça peut être le président d'un centre social, pourquoi pas le curé, pourquoi pas le commissaire s'il le souhaite, des personnalités qui ont envie de s'impliquer dans l'arrondissement, ou des gens qui font un travail particulier dans l'arrondissement. 6 personnalités qualifiées proposées par le maire
après avis du conseil municipal. Si le conseil dit non, celui-là, j'en veux pas, surtout pas, on choisit quelqu'un d'autre. Et puis 18 conseillères et conseillers, et j'insiste bien conseillères et conseillers, parce que 9 femmes, 9 hommes, pour que ce soit paritaire, strictement. Et pour y arriver, nous faisons, pour avoir ces 21 conseillers, nous faisons une grande publicité, on met des informations dans le journal municipal, on a les panneaux lumineux, affiches, etc. On demande aux gens de candidater, les gens candidatent, et comme on a toujours plus de candidats que de conseillers, eh bien on tire au sort les personnes qui ont candidaté donc pour pouvoir siéger au conseil de quartier. Alors, à quoi il sert le conseil de quartier? Le conseil de quartier, il a 3 rôles importants. Eh bien, il fait remonter des problèmes qu'on n'aurait pas vus. Alors ça, c'est facile, parce que les gens viennent au conseil de quartier, souvent parce qu'ils ont un problème de voisinage. Justement, le café, restaurant en bas de chez moi fait du bruit, j'arrive plus à dormir, qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire? Ou c'est ma rue est sale, elle n'est jamais nettoyée, alors que celle d'à côté l'est. Voilà, ou j'ai pas de place pour me garer. Donc j'ai remarqué que les gens viennent avec des préoccupations personnelles et quand on leur a expliqué les choses, ils repartent avec des solutions collectives. Ils ont bien compris qu'on ne résoudrait pas leurs problèmes comme ça spontanément, mais qu'on allait penser à voir comment on allait construire ensemble les moyens d'y parvenir. Et ce faisant, je pense qu'on fait au moins acte de pédagogie citoyenne. On permet aux gens de comprendre pourquoi les choses ne sont pas aussi simples qu'on le voudrait, quelles sont les limites, les blocages, etc. Et donc c'est plutôt à ce titre intéressant. Donc il peut aussi interpeller le conseil municipal sur tout sujet concernant le 2e arrondissement, c'est-à-dire qu'on a permis, donc les conseillers de quartier, je ne l'ai pas dit, siègent, donc ils sont sur une table en U, ils sont les 21 tout autour, leurs séances sont publiques. Donc moi, quand je viens, je m'assois dans le public, je ne préside pas, et ils débattent publiquement, et ils votent publiquement. Les gens les interrompent en permanence, il faut faire une petite discipline, mais c'est eux qui ont le pouvoir de décision dans leur quartier. Et donc, ils peuvent se mettre d'accord pour faire voter des vœux, donc ils votent un vœu, par exemple, pour que la commune soit hors taffetas, par exemple, ou que les OGM soient proscrits à la cantine scolaire, ou pour qu'il y ait plus de moyens pour la propreté. Bref, ils ont le droit de voter des vœux. Donc quand ils se mettent d'accord et qu'ils votent un vœu, le vœu est automatiquement inscrit au conseil municipal qui suit, et les élus s'en emparent. C'est inscrit à l'ordre du jour, et donc on débat. Alors on a le choix. Nous, on est démocratie représentative. Eux, ils sont en démocratie participative. C'est-à-dire qu'on peut très bien rejeter le vœu. On peut dire, après en avoir délibéré, qu'il y a un vote contre. Ça dépend, parfois, certains votent contre. Donc le vœu peut être rejeté, mais au moins, on en a débattu publiquement et on a expliqué pourquoi la demande citoyenne ne peut pas être prise en compte dans le contexte. En face, des conseillers qui, lorsqu'ils ont porté un vœu, ont envie de venir assister au conseil municipal. Donc ça, c'est aussi une innovation démocratique intéressante et qui pose clairement le cadre. Et puis participer aux différentes concertations sur les projets en cours, et là ça dépasse largement les conseils de quartier. Tout grand projet d'aménagement fait l'objet d'une réunion publique, donc c'est inscrit à l'ordre du jour du conseil de quartier, qui ce jour-là se délocalise dans un café de l'arrondissement ou dans un lieu plus proche de là où l'aménagement va avoir lieu. L'aménagement est proposé avec les services techniques, donc ils viennent, ils expliquent le projet, et puis là on en débat. Alors évidemment, il y a des pour, des contre, on se fait engueuler, machin, et puis on reprend on a tout entendu, on a pris des notes, on reprend notre sujet, et on revient une deuxième fois pour dire voilà, on vous a entendu, on va faire comme ça. Là on règle encore quelques petits détails, il y a encore des gens qui sont mécontents, mais si on a une majorité, on ne vote pas, ou si on a déjà voté sur 2 projets alternatifs. Et on part sur le projet qui requiert la majorité des suffrages. Voilà, alors
quand même, ce n'est pas le monde merveilleux de la démocratie. Donc les points forts, il y en a, je dis, c'est des instances paritaires femmes-hommes. Ils sont organisés selon... Parce que souvent les gens me disent « ouais, c'est un peu strict, là, la table en U, etc. » Mais si vous n'organisez pas la parole, c'est la grande gueule, souvent un mec qui va prendre la parole et voilà. Si vous organisez la parole, c'est que les assemblées sont paritaires femmes-hommes, vous avez des qualités de débat supérieures parce que les gens sont amenés à s'exprimer beaucoup plus facilement. Donc c'est assez important. Le point fort, c'est que les gens sont volontaires mais tirés au sort, puisqu'on a plus de... donc c'est pas... Il y a des conseils de quartier où on tire les gens au sort directement sur les listes électorales. Ça fait qu'il y a des gens qui sont tirés au sort, mais ils ne sont pas disponibles, ils n'ont pas envie, etc. On n'a pas obligé les gens. Donc ils ne viennent pas, et du coup ça fonctionne beaucoup moins bien. Et puis nous, on s'engage à informer sur les dates des conseils de quartier, sur le renouvellement, puisqu'on les renouvelle par quart tous les ans. Voilà, que la parole puisse tourner. Et puis les points faibles, c'est qu'en fait, il y a un manque de diversité des candidatures. C'est souvent les gens les plus diplômés, on va dire, qui viennent. Donc on passe à côté, ou qui maîtrisent le mieux la langue. On a une population d'origine étrangère relativement importante dans le 2e arrondissement, parce que le Sentier, c'était un melting pot d'intégration de beaucoup de populations, et donc qui continue à l'être par plein des égards. Je trouve qu'on a une population, par exemple, aujourd'hui d'origine chinoise, qu'on ne voit pas beaucoup dans les conseils de quartier. Donc ça, on s'interroge comment le faire venir. Et puis, on a un essoufflement de la participation, c'est-à-dire qu'au fil du temps, les gens viennent moins. Voilà, une fois qu'ils ont compris, ça se délite un petit peu. Donc, on s'est demandé quoi faire. On a fait des pots pour faire venir les gens. On a fait l'apéro, mais au bout d'un moment, ça va, les gens ne sont pas si vénales quand même. Ils ne viennent pas juste pour boire un coup. Bref, et ils ont un peu de mal à dépenser leur budget, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le conseil de quartier chaque conseil de quartier dispose d'un budget propre. Il dispose d'un budget de fonctionnement de 3 000 € pour acheter ses gommes, ses crayons, son rétroprojecteur, pour éventuellement louer des salles, etc. Et de 8 000 € d'investissement, de projet d'investissement. C'est-à-dire que si le conseil de quartier décide que là il faut à tout prix et très urgemment mettre un feu rouge parce que la traversée est problématique, parce qu'il y a une école à proximité, ben, il peut investir dans un feu rouge. Sauf qu'il faut qu'il mobilise 3 ans d'investissement budgétaire. Un feu rouge, c'est 25 000 € à Paris, minimum. Quand on a fait le trou, fait les branchements, etc. Voilà. Donc, difficulté à déposer leur budget, parce que le budget qu'ils peuvent dépenser ne doit pas générer de fonctionnement. Par exemple, ils ne peuvent pas créer un... Vous voyez, c'est de l'investissement qui ne doit pas générer du fonctionnement. Par exemple, ils voulaient créer une borne interactive pour donner de l'information, mais la borne interactive, il faut l'entretenir, il faut payer un technicien qui vient la remettre à jour, etc. Impossible. Donc ça limite énormément, les sommes ne sont pas très importantes, il faut qu'il limite il faut qu'il cumule plusieurs années budgétaires pour pouvoir faire un investissement intéressant. Donc c'était un petit peu à revoir. Donc la mandature suivante, ça c'était 2001-2008, hein, en 2008 on a décidé de faire le budget participatif au niveau du 2e arrondissement. En fait, on a commencé en 2009, parce que quand on fait un budget sur une année, c'est toujours l'année suivante, comme vous le savez. Donc, en 6 étapes, en fait, ça prend, voilà, en ce moment, là, quand je vais rentrer, on va commencer à parler du budget 2017. Donc, on va se dire, je vais rencontrer les conseils de quartier. Donc là, je réunis les 3 conseils de quartier ensemble. Et je leur dis, voilà, on va lancer le budget. Les services techniques, en fait, me disent qu'il faut raballer telle école, qu'il faut refaire la verrière du gymnase. Mais vous, quels sont vos besoins? Quelles sont vos envies? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Donc en janvier, je reviens avec moi mes propres besoins, là, je leur dis ce que je veux, et eux ont réfléchi
à leur propre besoin d'investissement. Ils ont été voir les habitants, ils ont dit, ben voilà, nous on pense qu'il faut créer un espace vert ici, planter un arbre là. Ils viennent avec leurs idées, il y en a d'autres et variées. En mois de mai, je fais part de mes arbitrages, donc on refait une réunion plénière, je dis ben ça j'ai retenu, pas ça, et j'explique pourquoi. Là je me fais copieusement engueuler, je ne peux pas tout retenir. Et puis en septembre, je monte au Conseil de Paris, parce que c'est le Conseil de Paris qui valide les budgets d'arrondissement. On est une espèce de communauté d'agglos, hein, les arrondissements étant des communes qui sont compris dans la communauté d'agglos de Paris. Et puis en décembre, le budget municipal est voté, à la fois dans le deuxième et à Paris, le budget municipal. Et puis l'année N+2, ben, on réalise les projets qui ont été souhaités par les habitants. Par exemple, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, je disais quelques mots, rénové une fontaine classée, donc il y avait une espèce d'association qui faisait beaucoup de lobby pour qu'une fontaine historique qui n'était pas mise en eau depuis des années. Ils ont créé un espace de glisse parce qu'il y a très peu d'espace pour les jeunes, donc, parce que tout est très dense. Donc on a fermé une rue et on a créé un skatepark, le premier skatepark citadin, c'est-à-dire il n'y a pas de grillage autour. Donc on a un peu triché avec la réglementation, c'est un espace partagé dans lequel il y a du mobilier urbain très très bizarre, sur lequel il est possible de faire des glissades avec des rollers. Vous apprécierez. Ils ont participé à la création d'une école crèche, une crèche parentale. On a ouvert une crèche parentale. Donc la crèche parentale, c'est une crèche où les parents donnent une demi-journée de leur temps pour aider à l'administration ou à aider les enfants. Donc, mais on n'avait pas... ils tenaient une écolo-crèche. Une écolo-crèche, c'est un peu plus cher parce que ça veut dire quoi une écolo-crèche? Ça veut dire une crèche dans laquelle les produits sont bio pour faire le sol, où les murs sont... Voilà, il y a toute une série de critères à respecter et le conseil de quartier a financé tous les critères un peu supplémentaires pour en faire une écolo-crèche, alors que la ville de Paris nous avait donné un budget pour faire une crèche, point barre, du Vernet. Soyez contents déjà, vous avez une crèche. Et ça peut être une écolo-crèche grâce au conseil de quartier. Et puis le conseil de quartier a aussi financé une œuvre d'art urbaine. Pourquoi pas? Donc une œuvre d'art dans le quartier. Enfin, je ne la trouve pas extraordinaire, mais c'est comme ça. Et puis en 2014-2020, donc on y est. Là, en 2014, on est élu avec Anne Hidalgo à la mairie de Paris. On lui a dit quand même que nous, on voudrait aller plus loin en matière de budget participatif parce que là, c'est un peu frustrant quand même. Les conseillers de quartier aimeraient bien avoir, et même tous les habitants, pouvoir avoir accès à des projets beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus larges au niveau parisien. Et les arrondissements aimeraient être aidés. Donc il y avait toute une demande que le risque finalement était moindre et qu'on avait affaire à des citoyens qui n'étaient pas aussi farfelus ou inattendus qu'on pouvait l'imaginer, et qu'il y avait des propositions, somme toute, qui étaient plutôt créatives et aidantes pour les élus qui n'ont pas la science infuse à partir du moment où ils sont élus, quoi. Donc ça avait bougé. Et donc on lui a demandé, dans l'accord politique, de faire un budget participatif sur l'ensemble de Paris et d'aider les arrondissements à le faire. Donc il y a eu une première édition sur laquelle la ville a proposé des projets et où les gens ont voté. Donc il y a eu en septembre, 7 jours, pendant une semaine. Les gens sont venus en mairie mettre un bulletin dans l'urne qui a mobilisé 40 000 personnes, plus de 40 000 personnes, et qui s'est vu allouer 20 millions d'euros. Alors c'est intéressant de regarder les budgets qui sont arrivés en tête, parce que ce qu'aiment les Parisiens, c'est des projets écolos finalement. Des murs végétalisés, des jardins sur les murs, cultivés dans les écoles, donc pour aider les gamins à avoir un petit potager dans l'école, un petit espace pour comprendre ce que c'est que le maraîchage, planter des légumes et des fleurs. Reconquête urbaine, en fait, je ne sais plus ce que c'est la reconquête urbaine, vous m'en excuserez. Ensuite, trier ses déchets.
Donc c'était pour avoir plus de ressourceries, plus de moyens quand on n'a pas les 3 bacs dans son immeuble, d'avoir des centres de tri à proximité de chez soi. Un espace de coworking pour les étudiants et entrepreneurs. Ensuite ont été choisis des kiosques pour faire la fête, parce que des kiosques à musique, il y en a beaucoup dans Paris, dans les jardins, mais il y en a peu qui sont équipés pour se brancher, pour avoir un peu de matériel, pour faire de la musique, etc. Rendre la rue aux enfants, donc ça c'est très compliqué parce que, mais on l'a fait, nous on a une rue aux enfants qui va ouvrir bientôt. Alors, la deuxième partie, j'en ai presque terminé. Donc cette année, on est passé à une vitesse supérieure. On a décidé de demander aux Parisiens de proposer eux-mêmes leurs projets. Donc on est arrivé d'ailleurs à peu près au même type de projet que ceux que l'on avait. Et donc comment ça se passe? Parce qu'on ne peut pas tout prendre. Donc de janvier à mars, il y a une communication assez importante sur demander aux Parisiens de faire remonter leurs projets par Internet ou par courrier. En mai 2015, les services techniques étudient la faisabilité du projet et au mois de septembre, il y a 10 jours sur lesquels les gens votent. Alors ils ont un bulletin de vote qui ressemble à ça. Là vous avez les 77 projets qui ont été retenus et les gens cochent une case et il y a des urnes qui sont disposées dans les mairies ou dans les centres sociaux ou nous, on en a fait une pendant un week-end en tant qu'élu. On a tenu une urne près du marché, dans la rue, en appelant les gens à voter. Et les gens cochent les projets. Là, il n'y a que l'intitulé. Je vous le dis quand même, hein, comme ça, des salles de sciences rénovées pour les collégiens, des nouveaux une seconde vie pour les cadenas d'amour. Ah oui, ça, les cadenas d'amour, vous savez ce que c'est des gens qui les cadenas, ça fait tomber les ponts tellement c'est lourd. Donc, bref, ça va comment faire. Des terrains de sport à ciel ouvert. La maire de Paris nous a demandé si on voulait consacrer 5% ou jusqu'à 30% de notre budget d'investissement à la discussion, à la mise à disposition des conseils de quartier, avec, pour inciter, c'est que à chaque euro investi par l'arrondissement, la maire de Paris rajoutait 1 euro de plus. Donc ça valait le coup parce que ça allait nous faire, nous, donc, par exemple, moi, donc j'ai spontanément choisi 30%, donc d'abandonner 30% de mon budget aux habitants, encore plus loin que les conseils de quartier. Bon, j'ai quand même dit 30% et ça nous a permis d'avoir 30% de budget en plus, d'investissement localisé. Donc la mairie centrale a doublé la somme, ce qui fait qu'on a pu consacrer 710 000 € au budget participatif en 2015. Sur Paris, ça fera un budget participatif qui représentera 500 millions d'euros, donc c'est absolument colossal, entre 2014 et 2020, c'est-à-dire 5% du budget d'investissement de la ville de Paris qui est mis à disposition des habitants pour des projets tels que qui sont mentionnés là. Alors là, ça s'explique l'idée au projet. Donc, les Parisiens proposent et co-construisent leurs projets. Donc, on les invite à se rassembler. Quand il y a 2 projets qui se ressemblent, on les met en relation pour construire un projet commun. Ensuite, en 2, la ville de Paris analyse la faisabilité des projets, techniques, etc. Bref. Ensuite, il y a une agora citoyenne, une réunion publique pour dire, voilà, la ville a retenu ces projets-là. Et ensuite, on passe à la phase du vote avec le bulletin de vote. Dans le 2e arrondissement, on a aussi un bulletin de vote, puisqu'on a fait le même travail dans le 2e arrondissement. Donc, où les gens nous ont demandé, voilà, chez la liste, donc il y avait 13 projets qui étaient prévus. Ça va depuis installer un banc rue Tiquetonne, faire la place d'Alexandrie plus agréable, des arceaux à vélo, rénover la cour de récréation de l'école Étienne Marcel, planter des arbres fruitiers, planter un arbre de la laïcité, embellir l'escalier, une bonne nouvelle, bref.
qui passe le bulletin de vote du 2e arrondissement. Voilà, ça fait partie des projets qui ont été soumis et qu'on a passé au vote et pour lesquels nous avons maintenant toute l'attitude de mettre en œuvre en fonction de ce qui a été demandé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'avais dit que je ferais une demi-heure, j'étais un peu plus long. Merci pour votre attention et puis je vous propose qu'on passe au dialogue ou à l'échange si vous le souhaitez. Merci à vous. Est-ce que vous ne pensez pas que d'emblée vous êtes quelque part une imposture parce que vous êtes issu d'une élection et que c'est vous qui écrivez les projets en fait, que nous on doit voter de façon d'ailleurs totalement hasardeuse et mal. Vous voyez, donc quelque part l'élection empêche la démocratie. Montesquieu le disait, c'est pas quelque part, fondamentalement, à partir du moment où nous élisons, nous ne votons pas. Et donc nous ne sommes plus en démocratie. Et Montesquieu donc disait, l'élection de l'ordre de l'aristocratie et le tirage au sort, disait, est de l'ordre de la démocratie. C'est ça justement le problème, c'est que le système industriel bancaire, il est complètement, c'est lui qui choisit les élus, vous le savez en fait. Enfin, ils nous font choisir les élus que eux cooptent. Vous voyez, et donc ils choisissent les choses qui correspondent à ceux qui les ont cooptés, et pas nous, aux citoyens. Ils s'occupent pas de nous vraiment, ils s'occupent que nous générons de la monnaie pour ceux qui nous dirigent. C'est possible, mais juste, votre réflexion est intéressante, mais je peux observer quand même que là, on n'est pas dans un principe d'élection. Lorsque on parle du tirage au sort, on ne va pas tirer au sort des projets d'investissement. Démocratie directe. Démocratie directe. Celle de, on parle, il ne faut pas confondre le vote et l'élection. C'est une chose. L'élection, c'est une façon de déléguer son pouvoir. Après, toutes les sociétés, y compris les sociétés libertaires, admettent la délégation de pouvoir à partir du moment où c'est une délégation de pouvoir avec un mandat impératif. Je suis élu pour mettre en place un projet, je le mets en œuvre. C'est un débat. Là, il est interdit, vous savez, dans la Constitution, Oui, d'accord, mais après on peut se l'appliquer à soi-même aussi. On n'est pas en démocratie, mais non. Attendez, là on est dans les questions d'investissement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de l'argent public? Qu'est-ce que vous voulez? On va essayer d'aller chercher au plus près des citoyens ce à quoi ils veulent employer l'argent public. Que cette façon de faire, ça contribue à rénover la démocratie et en faire une vraie démocratie directe pour aller jusqu'à la disparition des besoins de délégation à des niveaux plus importants, pourquoi pas? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, dans la société telle qu'elle est, avec les limites qu'elle a, et avec le fait que ce que Foucault appelait la biopolitique, aujourd'hui, la politique, c'est le contrôle des corps et des esprits, et ce n'est plus l'édiction des lois pour que les citoyens vivent ensemble. On nous formate pour adopter des comportements qui correspondent à l'intérêt financier du développement du capitalisme, par nos comportements, nos actes d'achat, nos rapports à l'autre, etc. Je peux vous multiplier les exemples. On est formaté par le système. Je ne conteste pas ça, mais on est dans un autre sujet et on se dit il y a un système qui est existant. Comment est-ce qu'on peut contribuer à redonner aux gens un peu du moyen d'agir sur leur propre vie, avec toutes les imperfections que ça peut avoir. C'est une étape d'un processus historique qui sera beaucoup plus long et qui va nous dépasser. Mais l'objectif, on peut en parler, oui. Oui, c'est ça. Quel est l'objectif finalement? C'est-à-dire que, est-ce que en donnant ce pouvoir dans ce cadre-là au peuple, est-ce que ça lui permet d'éduquer à cela et du coup, à terme, remettre en question tout un système, fondamentalement? Pourquoi pas? Ou est-ce que quelque part, en lui donnant l'illusion qu'il a une petite forme de pouvoir, ça ne coupe pas sous ses pieds une volonté de changer profondément le système? Pour répondre à votre question, on n'a pas l'illusion d'avoir un petit pouvoir. On a un petit pouvoir.
Aujourd'hui, le pouvoir, c'est de décider comment j'agis pour les décisions qui me concernent. C'est ça le pouvoir. C'est pas délégué. Et là, on redonne aux gens une partie du pouvoir. On ne leur redonne pas tout le pouvoir. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas une illusion. Donc on construit quelque chose. Si demain on arrive à trouver des systèmes, on est dans une société dans laquelle cette façon de redonner du pouvoir a permis aux gens non pas de leur dire c'est 30% du budget, mais c'est 100% du budget qui est à votre disposition et qui est délibéré de façon démocratique, ce ne sera pas une illusion de pouvoir, ce sera du vrai pouvoir. Ils ne feront pas plus ni moins que ce que font aujourd'hui les élus en place. Donc on aura quand même vachement progressé. Vous voyez ce que je veux dire? Et si les gens ils se disent maintenant avec ça on est dans la société parfaite, je ne sais pas moi, on verra, mais je pense que ça contribuera à l'éducation citoyenne, à faire en sorte que les gens se seront emparés de toutes les limites que peut donner l'action publique. Je peux vous dire qu'en tant qu'élu, moi ça fait 14 ans que je le suis, c'est pour ça que le vrai pouvoir, parce que j'en côtoie aussi les élus, c'est plus les élus qui l'ont. Les élus, ils ont le pouvoir de gérer une partie de la rente du capital que celui-ci nous octroie. Le vrai pouvoir, c'est la finance, c'est les firmes multinationales, c'est l'économie spéculative. Ce n'est pas les pouvoirs qui l'ont. Nous, on construit la démocratie à l'intérieur de ça, aujourd'hui, en tant qu'élus. Aujourd'hui, on est en train de négocier le TAFTA, par exemple, ce traité de libre-échange avec les États-Unis, qui va dans la plus grande opacité. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, et ça va s'imposer à nous. On sait simplement que quand on ne sera pas content, parce qu'on va mettre en concurrence des productions locales avec des productions industrielles, OGM, etc., etc., si on n'est pas content, pour aller devant un tribunal privé qui va dire qui a raison, qui a tort. Et il dira qui a raison, c'est celui qui ne voudra pas fausser le commerce, c'est-à-dire celui qui n'aura pas de normes qui aura raison. Ça, on est en train de le négocier. C'est quand même un truc absolument hallucinant. Tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y avait... Oui, pour revenir à la démocratie participative, c'est vrai que quand on analyse le vote de l'élection municipale, là, quelqu'un m'a dit, la démocratie s'arrête le jour du vote. Après, on délègue au maire, on délègue au conseil municipal. Et c'est vrai que la démocratie participative, pour moi, ça représente un prolongement de cette élection-là. Alors, avec peut-être avec tous les pouvoirs qu'ont les maires, mais une représentativité et une participation prolongée du citoyen dans la vie de tous les jours. Oui, mais c'est vrai. C'est ma façon de le voir. Mais, oui, parce que moi j'ai trop vu d'élus qui se comportaient en petits dictateurs à durée déterminée, quoi. Maintenant je suis élu, j'en ai pour 6 ans, tu te tais, je fais ce que je veux pendant 6 ans, et si tu n'es pas content, tu ne votes pas pour moi. Je peux la faire courte, c'est souvent la façon, et à la limite on peut le comprendre, parce que c'est parfois des gens qui ont des responsabilités très importantes, que ça angoisse, ils n'ont pas envie, ils se redoutent d'être mis en cause, on se fait engueuler souvent, donc il y a cette espèce d'idée qui dit on vote et puis il ne se passe rien entre les deux. Moi je pense que c'est une erreur parce que ce qui se dit dans les conseils de quartier, ce qui se propose au budget participatif, c'est pas forcément quelque chose qui me fait plaisir parce qu'on se fait contester parfois, régulièrement même, parce que les gens contents ils passent chez eux, c'est les gens mécontents qui viennent. Les projets qui sont proposés, c'est pas forcément ceux que j'ai envie d'accompagner. Mais on s'aperçoit qu'au bout du compte, il y a une satisfaction citoyenne qui en découle. Les gens, parce que parfois ils s'engueulent entre eux dans les conseils de quartier, où ils engueulent les élus, mais une fois qu'ils l'ont fait, qui sont expliqués, ça apaise et ça crée des rapports sociaux beaucoup plus apaisés, beaucoup moins agressifs. Oui. Vous avez dit que ces conseils participatifs, ils changeaient, donc pas tout d'un coup, c'était tous les ans qu'il y avait un tiers qui changeait, un quart qui changeait.
Et au fur et à mesure, du coup, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont là, au fur et à mesure, est-ce que les candidatures arrivent quand même à se diversifier, arrivent quand même à augmenter en personnes qui se disent « Oh bah, il y a mon voisin qui a présenté sa candidature, pourquoi moi je ne le ferais pas ?» Est-ce que ça va dans le bon sens? Ou est-ce que ça suit ce qui avait marqué un peu sur la baisse de fréquentation dans les points faibles, il y avait marqué qu'il y avait une espèce d'essoufflement. Mais les candidatures aussi s'essoufflent ou ça va plutôt dans le bon sens ou... C'est assez difficile à évaluer parce que c'est un peu erratique. J'ai l'impression que si on n'y fait pas attention, ça peut s'étioler très vite. Et quand on se dit là, il faut vraiment qu'on fasse une bonne com, qu'on explique que c'est important, qu'on fasse la dernière de couverture du journal municipal, qu'on met dans toutes les boîtes, qu'on fasse des messages internet, pendant le conseil municipal, on rappelle qu'il faut candidater. Quand on s'y implique, on voit que ça repart. Il faut pousser un peu la machine. On peut pousser les gens, il ne faut vraiment pas hésiter à faire de la pub, quoi. À inciter les gens à s'inscrire, sinon c'est vrai que ça s'essouffle, quoi. Mais là, avec le budget participatif, on fait le pari que les gens ayant réellement la capacité d'agir, sur le plan, encore une fois, financier, mais c'est quand même important, mais pas seulement, on va redonner envie aux gens de participer, de s'impliquer, d'être plus près. Oui, madame. Je me posais la question sur la nature des projets qui étaient retenus. Ouais. C'est des projets éminemment sympathiques, mais qui me semblent moi un peu loin de toutes les problématiques sociales, vivre ensemble, etc., alors qui doivent être aussi prégnantes, que même peut-être un peu plus encore que chez nous. Donc je me demandais, est-ce que c'est parce que ces questions-là sont traitées par de l'associatif, qu'on n'est pas sur d'investissement direct, et que du coup on ne les retrouve pas là, ou est-ce que c'est parce que les conseils ne sont pas encore arrivés à cette réflexion-là? C'est une très bonne question parce que la réponse est multiple, enfin de plusieurs ordres. C'est notamment parce que localement, je vous l'ai dit, les projets d'investissement ne doivent pas générer du fonctionnement. Donc si on fait un centre d'accueil pour SDF par exemple, ben on peut pas, si on veut, on ne peut pas le faire parce que c'est pas l'investissement qui est cher, c'est après le fonctionnement au fil du temps. C'est-à-dire qu'en gros c'est comme les financements européens, quoi. On peut faire de l'investissement mais on ne peut pas avoir de fonctionnement derrière. Voilà. On est dans le même principe. C'est un peu la difficulté. Oui, d'accord. Et enfin, la ville de Paris aujourd'hui consacre, je crois que c'est... Combien de son budget? C'est plus de 50% de son budget, je ne sais pas si même 45% de son budget, logement compris, à l'action sociale. Donc c'est la ville de Paris, c'est 7 milliards de budget par an. Donc c'est il y a plus de 3 milliards et demi qui sont consacrés à l'action sociale. Donc il y a beaucoup, alors c'est pas suffisant, malheureusement, parce que le délitement social touche maintenant les classes moyennes avant, qui ont de plus en plus de mal à se loger, à se nourrir correctement, à élever leurs enfants, etc. Mais elles consacrent énormément de budget, donc c'est aussi pour ça que le budget participatif est plus lié à des questions d'aménagement qu'aux questions sociales proprement dites, pour toutes ces raisons. J'ai pas vu beaucoup de projets d'ordre culturel en profondeur. Est-ce que, par exemple, ouvrir un cinéma de quartier avec la projection de films comme Moisson du futur, comme Small is Beautiful, enfin, sur les scandales bancaires, le tiers-monde, etc. Est-ce que ça serait impossible? Parce que je vois que la plupart des gens sont intéressés par des petites modifications, des sculptures, des fontaines, des choses comme ça. Il me semble qu'il y a des choses infiniment plus importantes à débattre. C'est un peu la même réponse. Un cinéma de quartier, c'est pas le cinéma lui-même. D'ailleurs, on ne créerait pas un cinéma. On financerait des films, un projectionniste. Et ça pose problème. Et c'est parce que c'est du fonctionnement. C'est pas de l'investissement. Donc, c'est vraiment les finances qui nous empêchent, le système financier qui nous empêche d'aller au fond des choses sur la problématique mondiale actuelle. Ouais, c'est possible. Dans
ce budget, on ne peut pas comprendre le fonctionnement. Mais par exemple, si on appuie financièrement une association dans la construction, la rénovation, ça fait c'est pas faisable ça comme genre de projet? Hélas. Pourquoi? Parce que on est dans le cadre de la loi Vaillant et les conseils de quartier ne peuvent pas même aider, parce que nous on a voulu le faire, évidemment. En tout cas, les conseils de quartier ont voulu le faire. On pensait que c'était une bonne idée que les conseils de quartier ils donnent 8 000 € à une association d'aide au SDF, par exemple. Ben, c'est interdit par la loi. Il faut changer la loi. Mais ça, je ne suis pas ce que je vais faire. Encore. Oui. Revenir sur l'enjeu démocratique. La démocratie, c'est pas quelque chose de fini, c'est une construction permanente qui a vocation à évoluer. Et c'est vrai que là, on se rend compte qu'il y a 2 ou 3 millions de personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales. On a, quand il y a une élection, 50% des gens qui votent, et sur ces 50%-là, on a souvent 25% de Front National. 80% des gens aujourd'hui font plus confiance aux partis politiques. Donc je pense qu'on est confronté à un vrai problème démocratique. Et je pense que les expériences comme celles que tu as pu mener, elles sont très intéressantes, mais elles sont limitées, on l'a bien vu, par un système un peu finissant, obsolète. Et on a la conférence climat à la fin de l'année. Je veux dire, si jamais ça devait être un succès, ce qui est peu probable, mais si ça devait être un succès, ça implique un changement radical de mode de vie, de façon de consommer, de produire, etc., vite. Et ça, effectivement, on ne peut pas imaginer que ça soit imposé par l'institution vers les citoyens. Et on peut imaginer que si on voulait que ça marche, il faudrait que les gens soient beaucoup plus étroitement associés, qu'on ait quelque chose qui soit plus horizontal, plus direct, que ce qui aujourd'hui manifestement ne fonctionne plus. Moi j'ai un peu de mal à avoir des pistes, parce qu'effectivement on peut parler de démocratie horizontale, directe, on voit les limites. Donc je ne sais pas si toi qui as dû mener cette réflexion-là, tu as quelques pistes sur un nouveau modèle démocratique comme ça, là, réinventé, qui pourrait fonctionner. Écoute, bon, encore une question intéressante, mais je dirais que là, en tout cas, aujourd'hui, je suis beaucoup plus modeste que ça. C'est-à-dire que je ne m'inscris pas en penseur, je m'inscris en pragmatique, quoi. Là, je fais avec ce qui m'est donné pour aller au maximum de ce qu'il est possible de faire. Je pose le curseur le plus haut possible. Et j'aimerais bien que le cadre change. Mais le cadre, on l'a vu, d'ailleurs c'est bien, parce que c'est ce qui émerge. Le cadre, il est limité, quoi. Comment est-ce qu'on fait péter le cadre? J'en sais rien à ce stade, je ne sais pas. On peut penser qu'il faut tout casser, tout broyer, et puis regarder ce qui va se passer, mais personne n'a envie de ça. En tout cas, la majorité des gens n'ont pas envie de ça, puisqu'ils veulent justement plus de sécurité, plus de... Donc, ça, c'est à inventer. Et moi, je n'ai pas la prétention de te dire que je l'ai inventé, que j'ai la... Des pistes, peut-être. Tu vois, pardon? Des pistes, peut-être uniquement, pas un mode d'emploi. Non, mais... moi, je crois qu'il faut... Enfin, des pistes, c'est que... Mais les pistes, c'est pas moi qui les ai, c'est vous qui les avez, c'est l'autonomie, les forums de l'autonomie qui les a. C'est ce qu'on invente là, collectivement, quoi. Moi, pourquoi je suis là? Parce que je crois fondamentalement qu'il faut que les gens... ils s'occupent de leurs propres affaires, qu'ils arrêtent de les déléguer, qu'ils les gèrent au plus près possible, qu'ils s'investissent dans leur environnement autour d'eux et qu'ils s'appliquent à eux-mêmes les changements qu'ils veulent voir venir dans le monde, comme disait Gandhi. Voilà, c'est en étant, en vivant aujourd'hui le monde que tu veux voir demain, dans la mesure du possible, que petit à petit, en prenant ta part, pour reprendre la fable du colibri, que tu vas changer, que tu vas créer des modèles en tissant des liens, en faisant de la confiance aussi entre les gens, tu vois. Et je pense que c'est de là collectivement qu'émergera la solution. Moi, je ne crois pas du tout à l'homme providentiel ou la femme providentielle. Je ne crois pas du tout à ça. Je pense que au mieux, les figures politiques, elles émergent sur des dynamiques collectives et elles les représentent à un moment donné, mais c'est tout. Elles n'inventent pas. L'invention, elle vient des gens quand il se passe quelque chose de particulier dans une situation particulière. Voilà. Et c'est ça qu'il faut contribuer à créer.
Et là, vraiment, je sais que je te déçois, mais j'ai pas la solution. Je pense que les pistes, tu les as évoquées. Voilà, ouais, voilà. Pour moi, c'est ça, les pistes, c'est pas reproduire des modèles avec